Donc ça y est, c'est le jour J, ce soir on enquête. On n'en connaît pas d'autres, surtout dans un état pareil. C'est vraiment une des particularités du lieu, c'est que chaque pièce a vraiment son atmosphère, son histoire. Donc voilà, c'est parti, première enquête à la maison forte de Reignac. Let's go! Je m'appelle Sandy Lagdar. Il y a quelques années, j'ai perdu une amie proche. C'est à la suite de cela que mon partenaire Jonathan et moi-même avons été témoins de phénomènes dits paranormaux. Dès lors, nos vies ont radicalement été changées. À présent, nous sommes devenus enquêteurs en paranormal. Nous parcourons l'Europe et investiguons dans des lieux chargés d'histoire, afin de nous confronter à toutes sortes de phénomènes de hantise. C'est incroyable ce qu'on vient de voir là. Aujourd'hui, l'INRES nous envoie en mission pour tenter de répondre à cette question. Existe-t-il une forme de vie après la vie? Et si oui, comment le prouver? Ok, let's go. J'en reviens pas encore de cette synchronicité. Conditions extrêmes. Pour cela, nous pousserons l'enquête de terrain toujours plus loin, tout en collaborant avec des professionnels de tout horizon. Prends la main, Alice. Elle est là. Bienvenue dans cette nouvelle aventure vers l'inconnu. Dans cet épisode très spécial, nous vous emmenons là où ont été recensées certaines des plus anciennes traces de notre espèce. C'est en effet en direction du Périgord noir, à quelques kilomètres des grottes de Lascaux, que nous allons tenter pour la première fois d'entrer en communication avec le monde invisible d'un monument troglodyte qui de plus est un château-falaise, le seul en son genre en France. C'est au milieu d'une falaise de la sortie du village de Tursac, juché à 40 mètres au-dessus du niveau de la rivière, que l'on peut admirer la maison forte de Reignac. Doté d'anciennes grottes, le site a servi de lieu d'étude archéologique pendant plusieurs décennies. Durant ces fouilles, la découverte de nombreux ossements, silex ou même armes ont pu démontrer que le site a bien connu différentes couches de vie depuis la nuit des temps. Mais ce qui n'était jadis que des cavernes où les hommes préhistoriques venaient se réfugier après la chasse se transforma au fur et à mesure des siècles. On ajouta une toiture, on emménagea certaines pièces. Ouverte au public depuis 2006, c'est tout un pan de notre histoire de France qui est visitable dans un cadre aussi atypique qu'est celui de la maison forte de Reignac. On n'en connaît pas d'autres, surtout dans un état pareil. C'est un château-falaise, c'est quelque chose d'exceptionnel. Avec ses 3 niveaux gagnés en partie dans la roche, la maison forte comporte de nombreuses pièces et il est justement temps pour nous de découvrir ce lieu. Donc ce qui est bien dans toute cette partie, c'est vraiment des reconstitutions de l'ère préhistorique pour qu'on comprenne comment les gens vivaient ici au moment de Cro-Magnon. Il y a une vitrine où c'est vraiment des choses qu'ils ont retrouvées au moment où ils ont pris possession des lieux. Donc ils ont retrouvé des silex, des ossements, etc. Et on va passer une porte et tout de suite, changement d'ambiance et on rentre plus dans une ère médiévale. C'est vraiment une des particularités du lieu, c'est que chaque pièce a vraiment son atmosphère, son histoire. On fait des bonds comme ça de 500 ans, 200 ans. Donc c'est ce fauteuil dont Michel nous a donné les informations par téléphone. Alors il y a quelqu'un qui est aussi qui a un très mauvais caractère, c'est un homme, c'est quelqu'un de très coléreux. Je suis sur le fauteuil, tu vois. Je regarde le fauteuil et ça arrive tout de suite. Je ne sais pas à qui appartient ce fauteuil, c'est peut-être le fauteuil du maître ou en tout cas c'est un personnage. Il y a de la colère
Peut-être qu'on pourrait essayer justement de se mettre à genoux devant le fauteuil pour appeler cette énergie. Oui, c'est possible parce que c'est vraiment quelqu'un qui, il faut plier le genou, c'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Donc c'est une soumission. Alors si vous essayez effectivement de plier le genou et en signe de soumission, ça peut déclencher cette énergie qui quelque part va peut-être un peu se rengorger, se dire ah ben voilà, en fait vous remettez les choses dans le contexte quoi. Donc ce soir, on va mettre tout ça en pratique pour voir si on peut activer un bouton magique qui pourrait ouvrir la communication entre nos deux mondes. Donc là, c'est la salle des grands hommes, parce qu'ils appellent la salle des grands hommes. Avec le fameux carré magique. C'est le robot qui c'est l'automate. Le carré Sator. En tout cas, c'est vraiment une autre atmosphère, hein, je vous dis, une fois que les visiteurs sont partis, qu'on se retrouve seul dans le lieu, on entend juste ça, écoutez. On entend le tic-tac de l'horloge et les mouches voler, c'est tout. Ça nous met tout de suite dans une autre atmosphère. Et encore, on a le soleil avec nous. Hein. Et on a le soleil avec nous. Ça va être complètement différent une fois qu'il fera vraiment nuit. Mais c'est vraiment super, hein, Sandy s'est fait arnaquer par un robot chevalier. Mais voilà, ce que j'adore, c'est que c'est rempli d'objets partout. On a vraiment un melting pot de toutes sortes d'époques, en fait. Et donc peut-être de toutes sortes d'énergies. Et c'est ça que j'adore, quoi. Bon, il y a des escaliers un peu partout. C'est vraiment casse-gueule. Donc ce soir, il va falloir qu'on fasse très attention vis-à-vis de ça. Je sais pas si t'as remarqué, mais cette pièce, elle a vraiment une odeur particulière. Depuis le début, elle a cette même odeur. Et donc, la comtesse Hortense de Régnac, qui est une vraie résidente des lieux. Donc on a une autre comtesse, la comtesse Blanche-Louise, qui date de début 1900. Donc c'est pas si vieux qu'elle habitait là. Là, c'est la salle d'armes. Bien glauque. Et une petite chapelle. Donc là, on a la vision masculine de la femme au Moyen-Âge. À la fin du Moyen-Âge, le pape Jean XXIII rédige un ouvrage sur les 200 vices de la femme. Pour n'en citer que quelques-uns, elle est la disciple de Satan, bavarde, querelleuse, jalouse, insatiable sur le plan sexuel, un monstre d'idolâtrie, un objet imparfait, un être odieux, un encouragement aux disputes, le trouble de l'homme et l'origine des discordes, l'instigatrice de tous les crimes. Je sens que je vais être adorée ce soir. Mais heureusement, on n'est plus au Moyen-Âge, donc ce genre de conneries, on les entend plus. En tout cas, pratiquement. Après avoir découvert l'ensemble de la maison, il nous restait une dernière section à visiter. Il s'agit d'une salle annexe où l'on peut découvrir le système judiciaire du Moyen-Âge. En d'autres termes, une exposition sur la torture. Une exposition sur le système judiciaire sous l'Ancien Régime. Des gens qui arrivent et qui disent « Ah, il y a une guillotine ». Donc on n'est pas sous l'Ancien Régime. Effectivement, la guillotine marque le nouveau régime. Cette plongée dans l'enfer médiéval ne nous aura pas laissé de marbre. Nous étions sans mots face à la cruauté de notre espèce en ces temps. Et ce sont tous des objets authentiques ? Non, et quelques-uns ont été refaits parce que les instruments de torture, ça peut être n'importe quel objet. Un marteau, une enclume, imaginez ce qu'on peut vous faire à une main ou des doigts de pied. Bien sûr. Une cuillère à café, on peut vous arracher un œil. C'était encore plus horrible de comprendre que la majorité de ces objets de torture étaient aussi destinés au loisir du peuple. Beaucoup pouvaient attendre des heures pour assister à une nouvelle exécution publique. Certains payaient de rondelets de sommes pour regarder une décapitation au premier rang.
C'est cette joie du public face à l'horreur qui nous glace encore le sang. Vous